Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous du mardi, vice-président de l'UMP, cofondateur de la Droite Forte. Bonsoir Jean-Marc Germain, Bonsoir. Député des Hauts-de-Seine. Vous êtes le rapporteur du projet de loi qui retranscrit l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Ça risque d'être assez sportif, même si, bon, on va regarder les images d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mobilisation? Est-ce qu'elle vous a inquiété? Moi, je ne suis jamais à compter les manifestants, mais je crois qu'il faut toujours être à l'écoute des manifestations. Et moi, c'est ce que je souhaite faire en tant que rapporteur, à la fois respecter la signature de ceux qui sont engagés dans un accord, mais en même temps être à l'écoute de ceux qui disent aujourd'hui aux parlementaires, faites pleinement votre travail, jouez pleinement votre rôle pour améliorer ce texte. Moi, c'est mon état d'esprit au moment où on aborde le travail parlementaire. Ça veut dire que vous pensez qu'il faudra faire évoluer ce texte, l'amender, le faire bouger, alors qu'une centaine de parlementaires, tout comme Michel Sapin, souhaitent qu'il soit retranscrit tel quel? Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet accord ne dit pas tout. Il y a autant de blancs que de pleins. Moi, j'appelle ça les trous dans la raquette, et il faut les combler. Donc, de toute façon, il ne serait pas applicable immédiatement. Et il se trouve que ces trous dans la raquette, ce qui n'est pas dit, est tout aussi important que ce qui est dit. Et donc, on va faire ce travail-là, et en le faisant, j'espère qu'au bout du bout, tout le monde considérera que c'est un texte qui est favorable à l'emploi et à la lutte contre la précarité. En tout cas, c'est l'objectif qui a été fixé par François Hollande. Il y a eu une négociation. Maintenant, le Parlement doit jouer son rôle et pleinement. Et ces 3 temps sont nécessaires à ce qu'à la fin, l'intelligence collective triomphe et qu'on ait un bon texte. En tout cas, je vais y travailler avec mes collègues parlementaires. Comment vous regardez cela, Guillaume Pelletier? Un peu de l'extérieur? Non, parce que ça m'intéresse et c'est forcément passionnant, ces thématiques-là. D'abord, il faut dire les choses. Il n'y avait personne dans ces manifestations. Quelques milliers ici ou là de porte-paroles éparpillés, 6 minoritaires porte-parole du vieux monde, de l'ancien monde, d'une France qui n'existe plus et qui ne comprend... Non, c'est très important ce que je veux dire. Qui ne comprend pas qu'il nous faut bouger, avancer, nous adapter, et que les entrepreneurs ne sont pas les ennemis de l'emploi, bien au contraire, c'est même tout le contraire. Sans entrepreneurs, sans évolution, sans flexibilité et sans flexi-sécurité, on ne peut pas s'adapter au monde qui bouge. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, rappeler les choses. Moi, d'abord, je suis ahuri depuis ce matin. Sur l'ensemble des radios, des chaînes de télévision, on nous parle de ce grand événement, de ces manifestations qui vont compter des centaines de milliers de personnes. Il n'y a eu personne. Deuxièmement, c'est quoi cet accord sur le fond ? La complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés d'ici 2016, si j'ai bien compris, l'intégration des salariés dans les droits rechargeables, le compte personnel de formation et la possibilité, oui, pour une entreprise en difficulté économique, si elle refuse de licencier, de s'adapter au monde qui bouge. Donc c'est un accord qui va dans le bon sens, qui est pour moi-même largement insuffisant. Je considère qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il n'y a rien sur le code du travail, sur les seuils sociaux et sur un certain nombre de réformes qu'il nous faut mener. Alors ceux qui sont le monde d'hier pour vous, le monde d'aujourd'hui avec lequel il va falloir que vous arriviez à négocier pour vous, c'est Bernard Thibault et Jean-Claude Mailly. Ils étaient tout à l'heure en tête de la manifestation, on les écoute. Ça n'est pas très régulier, ça n'est pas une coutume. C'est ce qui doit sans doute aussi permettre de montrer l'importance du moment. Si malgré les différences que nous pouvons avoir entre nous sur un certain nombre de sujets, nous avons décidé de nous réunir, de réunir nos forces à partir d'un constat commun sur un élément suffisamment grave, ça veut dire quelque chose et le gouvernement doit en tenir compte. On touche au contrat de travail, votre temps de travail, votre rémunération ne vous sera plus garantie. Si ce texte passe, on pourra vous imposer une baisse de salaire, une augmentation du temps de travail et vous n'aurez d'autre choix que de vous plier aux injonctions de votre employeur. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Ils disent c'est la première fois que FO et la CGT sont côte à côte et c'est un événement. Oui, c'est vrai, c'est un événement. Enfin, c'est pas la première fois. Ils avaient été ensemble sur les retraites en 95, mais c'est important et je crois vraiment qu'il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire. Moi, j'ai eu cette expression qui est de dire le Parti socialiste doit représenter 100% des salariés, c'est-à-dire respecter la signature de ceux qui ont signé, mais respecter aussi la non-signature. Vous n'allez pas y arriver, franchement, parce qu'ils ne sont pas d'accord du tout. Hein. Si, on va y arriver, et vous verrez. Je vais vous prendre un exemple. L'accord, par exemple, disait que désormais, les plans sociaux ne pourront plus être faits uniquement par le chef d'entreprise tout seul, mais devront recevoir un accord de l'administration. Cet accord, ça aurait pu être un simple tampon en amont, sans se soucier de ce qu'il y a dedans. Le choix qu'a fait Michel Sapin, c'est de se dire ce sera un accord en aval en regardant le contenu et en demandant à l'entreprise de le modifier si c'est insuffisant au regard des moyens dont elle dispose, de faire plus de reclassement, de faire plus de formation. Et ça, c'est fondamental. Ce n'était pas dans l'accord, c'était dans ces fameux trous dans la raquette. Michel Sapin a fait un choix
qui va pousser les entreprises à trouver toutes les solutions autres que le licenciement sec, c'est-à-dire l'activité partielle, ce qu'on appelait avant le chômage partiel, ou les fameux accords de maintien dans l'emploi qui sont des formes de chômage partiel négociés, ou des mobilités internes. Et en ce sens, le travail qu'a fait Michel Sapin, et on va le poursuivre, pour moi est bon pour l'emploi parce que ça va favoriser toutes les solutions alternatives au licenciement. La CGT et Force ouvrière, c'est vraiment les représentants de la France du 19e siècle. C'est impressionnant de nier à ce point la réalité du monde qu'on connaît. C'est toujours la même chose et on perd toujours du temps dans notre pays. Je me souviens sur d'autres sujets, mais qui ressemblent à ces questions économiques et sociales. La question des retraites en 2009-2010, ils ont fait manifester des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Même le Parti Socialiste et M. Le Guen dire « Et oui, il faudrait peut-être passer à la retraite à 62 ans ». Et moi, je le dis en tant que porte-parole de la nouvelle génération, qu'il nous faudra même aller à 65 ans dans un monde qui bouge. Il faut qu'on réhabilite la valeur du travail, qui est une belle valeur. C'est la même chose avec le président de la République, François Hollande, qui a parlé de la formation professionnelle réduite dans un délai de 2 mois hier dans un déplacement dans le Loir-et-Cher. C'est une proposition qu'a faite Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2012, on s'en souvient, de rendre obligatoire la formation professionnelle. Donc on voit bien, et c'est la responsabilité de la droite, parce que je le dis souvent et je le dis de manière transparente, la gauche va mal, on va y revenir, mais la droite est absente. Et on a une responsabilité énorme, et moi je le dis en tant que vice-président de l'UMP, de porter des propositions audacieuses et courageuses sur la question des retraites, sur la question de la dette, sur la question de l'emploi, et surtout d'être les porte-parole des petits entrepreneurs, des petites PME, des TPE, des artisans et commerçants qui triment toute la journée et qui créent de l'emploi au quotidien. En tout cas, pour finir juste avec la critique de la gauche, à la gauche, écoutez Jean-Luc Mélenchon qui, pour lui, Nicolas Sarkozy et François Hollande, même combat. Tous les gens qui sont là aussi, ils ont voté Hollande comme des ballots. Bon. Mais on peut quand même s'attendre à ce qu'au moins il ne fasse pas la même chose que M. Nicolas Sarkozy sur la question des accords de compétitivité quand même. C'est le minimum, non? On a voté pour lui pour se débarrasser de l'autre. C'est pas pour qu'on nous le ramène par la fenêtre. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Je crois que Jean-Luc Mélenchon devrait regarder les problèmes et les choses telles qu'elles sont. Moi, ce que je demande, c'est qu'on regarde disposition par disposition, en se posant la question, est-ce que c'est bon pour l'emploi? Et si oui, on adopte la disposition, et si c'est pas bon, on l'écarte, et qu'on fasse pleinement notre rôle de parlementaire. Là-dessus, je vais dans le sens de ce qu'ont souhaité les manifestants. Je ne pense pas que le Parlement ne doit changer aucune virgule à cet accord. Il y a vraiment eu le temps de la négociation. Maintenant, il y a le temps du Parlement. On doit faire une loi qui est bonne pour le pays et on fera tout le nécessaire. Et moi, j'invite nos camarades communistes, notamment, j'en parle déjà avec les Verts et les radicaux au Parlement, à faire ce travail très sérieusement avec nous, mais qu'on ne véhicule pas de fausses idées. Les accords de maintien de l'emploi, par exemple, dont parlait M. Mélenchon, n'ont plus rien à voir avec les accords de compétitivité-emploi que souhaitait Nicolas Sarkozy, qui étaient des formes de chantage à l'emploi. Ça a été modifié par la négociation, dans la discussion entre la CFDT et le MEDEF notamment. Jean-Luc Mélenchon, c'est un double imposteur. C'est un premier imposteur parce qu'il ne faut pas qu'il oublie qu'il a appelé à voter François Hollande. Donc c'est lui qui a fait gagner François Hollande. Donc il ne nous donne pas des leçons aujourd'hui. Deuxième imposture, il ne propose rien. Aucune solution crédible. C'est Le Pen de gauche. C'est toujours dans les constats à l'outrance, mais il n'y a aucune proposition crédible et solide pour améliorer la vie des gens. Parce que ce qui compte, Monsieur Mélenchon, et je m'adresse à lui, comme à Madame Le Pen, c'est pas de vivre des problèmes des gens, c'est de les régler. C'est ça la différence entre eux et nous. Moi, ma responsabilité politique, c'est comment on trouve des solutions concrètes pour régler la vie de nos compatriotes. C'est ça l'enjeu clé. Donc ces leçons de morale, et c'est absolument infernal et insupportable. Bon, mais la popularité de François Hollande qui chute de façon assez vertigineuse, l'effet Mali qui a disparu, est-ce que c'est cet accord sur l'emploi qui va le faire remonter? Non, mais vous savez, si on avait voulu rester populaire, on serait resté bien au chaud dans l'opposition. On savait très bien qu'il y avait d'énormes difficultés et que le fait de prendre à bras-le-corps ces difficultés nous rendrait impopulaires. Nous serons populaires in fine si nous avons réussi à résoudre les problèmes pour lesquels on a été élus. C'est inverser la courbe du chômage, c'est redresser la situation économique de ce pays. C'est là-dessus qu'on sera jugé dans 5 ans. Simplement, on dit, nous, laissez-nous 5 ans. On a une stratégie qui est très claire, relancer la croissance en Europe, relancer la compétitivité en France et agir sur les embauches, les contrats de génération, les emplois d'avenir et pour éviter les licenciements. On a mis en place cette stratégie. Il faudra du temps
pour réussir à inverser donc, le c'est plus paquebot du peut-être chômage. Mais la popularité, elle viendra de notre réussite ou l'impopularité de nos échecs dans les mois et les années qui viendront. François Hollande, il avait dit 2012-2013, ça sera dur, mais 2014, ça ira bien. Ça va être 2014 aussi, peut-être. La manifestation, c'est pas le chemin qu'on en prend. Si François Hollande était impopulaire parce qu'il était courageux, moi je dirais chapeau bas, c'est exactement l'inverse. C'est la lâcheté et l'incompétence économique et politique de la politique socialiste qui mène à l'impopularité. Pourquoi ? Cet accord, vous le saluez aussi. Vous Krief, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, ça fait 9 mois que la gauche a tous les pouvoirs dans notre pays, locaux, régionaux, nationaux. Ça fait 9 mois que la gauche mène la politique de l'autruche, c'est-à-dire du refus du réel, sur tous les sujets. La question des retraites, la question de la dette, la question de la politique européenne. Quand est-ce qu'on aura un gouvernement qui aura le courage de parler de protectionnisme européen, du rétablissement des frontières autour de l'Union européenne pour protéger les plus modestes, pour rétablir le patriotisme économique, enfin aider les entrepreneurs, je l'ai dit tout à l'heure, en remettant en cause une partie du Code du travail qui est asphyxiant, en supprimant les seuils sociaux. Il y a plein de réformes à faire qu'on avait initiées, pas suffisamment, je le reconnais, entre 2007 et 2012. Eh bien, il nous faut une politique du courage et de la vérité, et pas cette obsession de la fonction publique. Moi, vous voyez, le code génétique de la gauche, on l'a vu encore ces derniers jours, le jour de carence supprimé pour les fonctionnaires, c'est pas ça qui va améliorer la croissance et l'emploi dans notre pays. Ça, c'était la semaine dernière, on en a parlé et on en a dit ce qu'on en pensait. Un petit mot sur Martine Aubry, elle va revenir, on l'a revue apparaître. Est-ce que c'est elle qui va prendre un relais, un rôle Jean-Marc Germain, vous êtes un de ses proches, est-ce que c'est votre sentiment ? Martine Aubry, elle s'exprimera quand elle aura à s'exprimer. Simplement, elle est dans une phase où elle est ni au gouvernement, ni à la tête du Parti socialiste. Elle ne souhaite pas non plus jouer une espèce de shadow Premier ministre ou Premier secrétaire. Elle est dans une phase de travail. Elle a une mission pour aider les entreprises françaises à exporter en Chine. Ça lui permet aussi de prendre la température du pays et de son économie, des difficultés de la France dans la mondialisation. Et de se préparer au cas où. Elle a rencontré le président de la République en Algérie. Elle est disponible, comme elle l'a toujours été, pour son pays, mais elle a envie en ce moment non pas de distribuer des bons ou des mauvais points aux ministres, mais plutôt les bonnes et les mauvaises idées pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et c'est vraiment sa façon de faire de la politique et sa disponibilité pour son pays aussi. Elle a un atout et deux failles, on l'a vu dans ce baromètre assez intéressant du week-end dernier sur les femmes les plus populaires. Elle est d'abord la femme la plus populaire à gauche. Et d'assez loin, ça c'est la première chose. Mais elle a deux handicaps majeurs. Premièrement, je ne suis pas certain qu'elle représente l'avenir de la gauche et de notre pays. Et deuxièmement, elle symbolise les 35 heures. Et à un moment et une période où il faut réhabiliter la valeur travail, elle n'est certainement pas la meilleure incarnation pour réconcilier les Français avec la politique. Merci beaucoup. Vous vous trompez, c'est que les 35 heures ont réconcilié les Français avec la valeur travail. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Le débat continuera et on le reprendra. C'est tout de suite à la Marchal. Je vous retrouve avec Olivier Mazrod.